Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin au sein du campus des Grands Moulins de l'Université de Paris dans le cadre du colloque du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Sur ces 2 jours, celui-ci sera consacré au bilan et à la perspective de l'évaluation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au cours des 10 dernières années et prochaines années, donc 2015-2025. Vous le vivez chaque jour comme moi, et je peux en témoigner ce matin en tant que présidente d'un établissement expérimental. Le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est profondément modifié au cours de ces 10 dernières années. Autonomie, structuration, restructuration, regroupement de tout type, nouvelle pédagogie, nouveaux cursus, nouvelles alliances françaises, européennes et mondiales. Les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, autres que les universités, s'adaptent à ces changements profonds de l'ESR avec la conscience que nous sommes dans une mondialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui nous amène à nous comparer aux autres pays, émergents ou non, qui ont une dynamique de forte transformation. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien notre volonté commune d'amélioration et de la valorisation de l'enseignement supérieur, de la recherche, avec le souci constant de maintenir une grande qualité en formation et en recherche. Nous devons faire reconnaître la juste place de l'enseignement supérieur et de la recherche française, mais aussi celle de notre autonomie stratégique. Il est donc nécessaire d'avoir un système d'évaluation complet et valide qui réponde aux attentes des établissements ou de leur discipline en prenant en compte nos stratégies et nos ambitions. L'évaluation des établissements de la recherche, de la formation est indispensable, même si la forme qu'elle prend est toujours l'objet de critiques et de discussions. Les initiatives portées par le PIA, la différenciation des universités, leur internationalisation, la création d'universités européennes, nous questionnent obligatoirement sur nos méthodes. Les objectifs portés par ces évaluations, là encore, il s'agit de s'adapter, de proposer de nouveaux concepts, d'évaluation multiforme, diversifiée, allant bien au-delà de l'évaluation de la capacité des universités à faire de la très bonne recherche et de la très bonne formation. Des évaluations spécifiques à chaque université, dans son écosystème économique, géographique, voire politique, prenant en compte la qualité plus que la quantité, sachant évaluer l'inquantifiable. Cette évolution est nécessaire et attendue, surtout si un jour l'évaluation devait être couplée à l'attribution des moyens. De fait, il est nécessaire que tous les outils à notre disposition nous suivent, nous éclairent dans notre stratégie d'établissement et veillent à la réalisation des objectifs pour, si cela est nécessaire, rectifier nos trajectoires. Se pose aussi la question de la nécessaire transparence des évaluations vis-à-vis du public, qui ne pourra qu'améliorer l'image des universités au niveau national et international. Je remercie le HCERES de nous associer à leur réflexion globale sur l'adaptation du modèle d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, évidemment, je m'arrêterai quelques instants sur l'Université de Paris, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'avantage d'accueillir dans nos locaux le colloque du HCERES. Et pour ceux et celles qui voudraient plus de précision, donc l'Université de Paris a été créée en mars dernier, donc en 2019, et résulte de la fusion de l'Université Paris-Diderot et de l'Université Paris-Descartes, avec l'intégration en tant qu'établissement composant de l'Institut de physique du globe de Paris. Après avoir passé les différentes étapes d'élection, de constitution des conseils, elle sera pleinement fonctionnelle au 1er janvier 2020. L'Université de Paris, si c'est la base de son fondement, est pluridisciplinaire et comprend l'ensemble des disciplines. Nous présentons un nouveau modèle de gouvernance ouvert et stratégique, avec à sa tête une forte déconcentration dans les facultés disciplinaires. Voilà, c'est un modèle expérimental qu'il faut mettre en œuvre, une nouvelle université. Et évidemment, l'évaluation est un élément majeur de cette mise en place. Et donc, nous souhaitons qu'au cours de ce colloque, de nombreuses éléments nous soient apportés pour qu'effectivement, dans ces nouveaux modèles d'université, on puisse aussi compter sur l'évaluation pour les mettre en place et suivre leur stratégie. Merci beaucoup.
Madame la Présidente de l'Université de Paris, chère Christine Clérici, merci de ta présence et de nous accueillir dans tes locaux. Monsieur le conseiller du Président de la République, cher Thierry Coulon, merci d'avoir accepté d'ouvrir le colloque. Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'universités, d'écoles, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, Monsieur le Président de l'ANR, cher Thierry Damerval, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'agences d'évaluation, Madame la Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames et Messieurs les membres du collège du HCRS, chers collègues. Comme l'a dit à l'instant Christine Clérici, le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche a profondément changé durant ces 10 dernières années. Les évolutions rapides et profondes mises en œuvre, en France comme au niveau européen, posent notamment la question de l'organisation des dispositifs d'évaluation. À l'heure d'un nouvel acte de l'autonomie des établissements et dans la perspective de l'élaboration du projet de loi de programmation de la recherche, le HCRS amorce une réflexion d'ensemble sur l'évaluation et souhaite y associer toutes les parties prenantes. À partir du bilan des activités du Haut Conseil, l'objectif de ce colloque est de tracer les lignes directrices pour les prochaines années. Il s'agira de comprendre comment l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche peut s'adapter aux évolutions en cours et voir son efficience accrue. Dans une dynamique d'échange et de débat, 6 tables rondes seront organisées au cours des 2 jours sur l'autonomie et l'évaluation institutionnelle, sur l'évolution du premier cycle et son évaluation, sur l'impact du projet d'universités européennes sur le paysage de l'enseignement supérieur et de l'assurance qualité, sur l'évaluation des établissements et de la recherche et quels usages devons-nous faire des indicateurs, sur les perspectives pour l'évaluation de la recherche et enfin sur le paysage des agences d'évaluation et le modèle économique de l'évaluation. Avant de donner la parole à Thierry Coulon, je souhaiterais vous exposer quelques éléments du bilan du HCRS au terme de mon mandat. Cet état des lieux présentera un bilan général sur la place de l'évaluation dans le SR français et ses évolutions au cours des 5 dernières années. Tout d'abord, quelques rappels historiques. C'est en 2006 que l'AERES est créé à partir de la réunion de plusieurs instances d'évaluation. En 2012, à la suite de l'élection de François Hollande, les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche sont organisées et donnent lieu à d'intenses débats et un rapport qui recommande, je cite, de redéfinir le système d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche et de supprimer les notations. En juillet 2013, l'adoption de la loi Enseignement supérieur et recherche, dite loi Fioraso, décide la suppression de l'AERES et la création du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, HCRS. En janvier 2014 est publié le rapport sur l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, rédigé par Denise Pumin et Frédéric Dardel, et dont une des recommandations est, je cite, « L'objectif principal de l'évaluation doit être l'amélioration de la qualité de la recherche et de la formation. Elle s'adresse en priorité aux évalués et à leur tutelle directe. Elle doit fournir des remarques constructives et un avis argumenté. » En 2015, paraissent plusieurs décrets d'application et le collège du HCRS et son président sont nommés le 30 octobre 2015 pour un mandat de 4 ans. Première tentative. C'est raté. C'est toujours comme ça. Alors je pense que je vais avoir besoin d'aide de Caroline. Non, c'est bon. Pendant cette période, nous avons assisté au développement de la culture de l'évaluation au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des progrès dans leur autonomie. La qualité des rapports d'auto-évaluation s'est beaucoup améliorée, celle des rapports d'évaluation externe aussi. Ces évaluations ont permis d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'aider au pilotage de leur autonomie et à la création des regroupements, voulus par la loi. L'évaluation est mieux acceptée par la communauté scientifique. L'accueil fait aujourd'hui
au Haut Conseil par les équipes sur le terrain en est le témoin. L'impartialité des évaluations est reconnue, confirmant le choix fait par l'État du statut d'autorité administrative indépendante pour le HCRS. Le HCRS a renouvelé son positionnement pour être, aux côtés des entités évaluées, un partenaire de progrès au service de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Il a œuvré pour le remplacement d'un modèle d'évaluation sanctionnant les activités passées par un modèle d'évaluation en appui aux politiques scientifiques et pédagogiques des établissements et de leurs regroupements. Pour cela, le Haut Conseil a pris en compte la diversité des établissements, des formations et des laboratoires et a adapté ses critères d'évaluation à ses spécificités. Ni décideur, ni censeur, le HCRS a eu pour mission de soutenir l'évolution et la progression des établissements dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement. Deuxième tentative. Bon. Ah. Il faut appuyer 3 fois. L'évaluation est un sujet de discussion et de prise de position contradictoire, parfois conduite au comptoir du café du commerce ou dans sa version moderne des réseaux sociaux et autres blogs. Ces discussions sont importantes. Elles doivent continuer, c'est la base de la démocratie. Mais il y a aussi des faits, et je vais vous en citer un seul. En 4 ans, aucun recours contre une évaluation devant la commission des recours du HCRS. Une évolution majeure de la loi a été la mise en œuvre de la validation des procédures d'évaluation d'instances autres que le HCRS. Vous savez, c'est cette possibilité qui est laissée à chaque établissement de choisir son agence d'évaluation ou de mettre en place une instance d'évaluation. À ce jour, le HCRS ne l'a mise en œuvre qu'à 3 reprises. Une deuxième évolution est l'évaluation des coordinations territoriales et l'évaluation intégrée. Dans le cadre de son accompagnement à la mise en œuvre de politiques de site, le HCRS s'est attaché à remplacer une évaluation fragmentaire et parfois tatillonne des établissements, de leur formation et de leur laboratoire, par une évaluation intégrée se plaçant au niveau des orientations stratégiques des regroupements d'établissements pour en analyser les déclinaisons au sein des composantes. Cela conduit à ne plus utiliser une seule méthodologie d'évaluation pour tous les établissements. Auparavant, les établissements devaient s'adapter au dispositif d'évaluation, mais à définir avec chaque regroupement les objectifs de l'évaluation et de ses modalités. Le HCRS a décidé d'adapter ses procédures en fonction des grandes orientations stratégiques du regroupement et des particularités des établissements qui le composent ou des écosystèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Une troisième grande évolution voulue par la loi est l'intégration de l'OST. Alors, cette évolution vers une évaluation holistique d'un regroupement d'établissements s'est trouvée facilitée par l'arrivée de l'Observatoire des sciences et techniques, OST, au sein du HCRS. Pour chaque regroupement, l'appréciation des experts est éclairée par la réalisation d'une étude sur le profil scientifique de ce regroupement à partir d'indicateurs de production scientifique ou technologique. Ces indicateurs évitent les erreurs statistiques des petits volumes de données. Ils viennent en appui de l'évaluation qualitative et collégiale par les pairs. Par ailleurs, le HCRS contribue à faire l'état des lieux de secteurs disciplinaires au plan national et à soutenir des travaux de recherche sur l'évaluation. Il contribue aussi à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche. Pour produire des indicateurs précis et fiables, le HCRS s'appuie donc sur l'OST. Celui-ci conduit des études pour des besoins internes, dans le cadre des campagnes d'évaluation des établissements, et des besoins externes, à la demande du ministère, par exemple. Pour conduire sa mission, le HCRS travaille en bonne intelligence avec les autres organismes ou instances d'évaluation. Le CNU, le CONRS, les commissions d'évaluation des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, les conseils académiques des établissements. Certaines de ces instances ont pour mission d'instruire les rapports d'évaluation pour préparer les décisions des chefs d'établissement. Le HCRS collabore aussi avec les autres agences d'évaluation, la CTI, Commission du titre d'ingénieur, la CEFDG, Commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion, la CCNIUT, comme par exemple dans la mise en œuvre coordonnée des évaluations des écoles d'ingénieurs.
La reconnaissance du rôle joué par l'évaluation et par le HCRS s'est traduite par un fort accroissement et une grande diversification des évaluations. Par exemple, l'évaluation des établissements privés, les ESPIG, les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, ou de nouvelles formations et d'entités de recherche dans le domaine médical ou dans celui de la culture, ou de nouvelles structures dans le cadre du PIA, en particulier l'évaluation récente des IRT, des instituts de recherche technologique. Enfin, le HCRS s'est doté d'une responsabilité dans le domaine de l'intégrité scientifique par la création de l'Office français de l'intégrité scientifique, et de son conseil, le COFIS. Membre de l'European Network of Quality Assurance Agencies et inscrit à l'ECAR, European Quality Assurance Register, le HCRS a considérablement renforcé ses activités européennes et internationales. Partenaire de plusieurs projets européens dans le cadre d'Erasmus, le HCRS est membre des boards de plusieurs instances et a conduit l'évaluation de formations et d'établissements en Europe. À l'international, le développement a été très important en Afrique, en Amérique centrale et latine, en Asie et au Moyen-Orient. D'un seul coup, je progresse. Alors, quelle perspective tracer maintenant pour le nouveau mandat du collège du HCRS, le HCRS 2020-2025 ? C'est l'objet de ce colloque, c'est l'objet des 6 tables rondes auxquelles vous serez conviés. Et je vais les passer rapidement en revue pour essayer de préciser pour chacune d'entre elles les grands enjeux. Autonomie et évaluation institutionnelle. Les 2 départements du HCRS en charge respectivement de l'évaluation des coordinations territoriales et des établissements, universités, écoles, organismes de recherche, ont en commun leur philosophie et méthodologie d'approche de l'évaluation institutionnelle. Celles-ci ont évolué ces dernières années vers une prise en compte toujours plus grande de l'exercice de l'autonomie des établissements, qui va de pair avec une exigence accrue vis-à-vis de leurs responsabilités face à leurs choix stratégiques. Comment faire évoluer cette évaluation pour la rendre plus efficace pour les établissements et pour leur tutelle? Deuxième table ronde, évolution du premier cycle et évaluation. L'évolution du premier cycle universitaire est un sujet d'actualité en France, avec en particulier les lois récentes, orientation et réussite des étudiants et choisir son avenir professionnel. Ces lois visent à un accueil rénové des étudiants après le bac et une personnalisation des parcours en premier cycle, permettant de s'adapter aux profils et projets professionnels des étudiants. Quelle auto-évaluation et quelle évaluation externe souhaitons-nous pour développer l'amélioration continue du premier cycle dans une démarche d'autonomie, d'assurance qualité et d'accréditation avec un grade licence identifié et une mesure de la réussite étudiante dans un contexte de pédagogie innovante et de parcours personnalisés. Troisième table ronde, impact du projet d'universités européennes sur le paysage de l'enseignement supérieur et de l'assurance qualité. Alors que la phase 1 du projet d'université européenne est désormais réalisée et que 17 alliances ont été sélectionnées par la Commission européenne, parmi lesquelles figurent 16 établissements français engagés dans 14 alliances, le HCRS conduit une réflexion concernant l'impact du projet d'universités européennes sur le paysage de l'enseignement supérieur et de l'assurance qualité en France comme à l'étranger. Quels enjeux pour le système d'assurance qualité interne et externe des établissements? Quelles seront les prochaines étapes et les méthodologies mises en œuvre? Quatrième table ronde, évaluation des établissements et de la recherche, quels usages d'indicateurs? Dans le cadre de l'évaluation de la recherche, les discussions méthodologiques relatives à l'évaluation par les pairs s'est concentrée sur les indicateurs bibliométriques, mais des indicateurs de moyens, effectifs, budget, et d'activité et de résultats, publications, projets nationaux ou européens, brevets, création d'entreprises, peuvent plus généralement contribuer à établir les faits observables. Cette réflexion combine les résultats des travaux académiques concernant ces questions avec les expériences de quelques pays européens afin de mettre la pratique de la France en perspective, quelles évolutions dans une perspective de sciences ouvertes.
Quelle perspective pour l'évaluation de la recherche? Depuis 12 ans, l'évaluation de la recherche est conduite par une agence, d'abord l'AERES, puis le HCRS. Ce dernier a repris en grande partie la méthodologie et l'a fait évoluer sur quelques points décisifs. Le temps est venu de faire un bilan et d'en tracer des perspectives. Quelles doivent être la place et la fonction de l'évaluation de la recherche dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche? Quelles évolutions méthodologiques sont souhaitables? Quelles adaptations aux nouveaux enjeux sont nécessaires? Enfin, et pour clore le colloque, une 6e table ronde sur les agences d'évaluation et le modèle économique de l'évaluation. Face à l'évolution rapide et profonde du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, en France comme en Europe, et au moment de la nomination d'un nouveau collège pour le HCRS, il convient de s'interroger sur l'organisation du dispositif d'évaluation en France. Quelle organisation pour le dispositif d'évaluation en prenant exemple sur les modèles d'organisation européens? Quel modèle d'évaluation nationale à redessiner face aux attentes des partenaires et décideurs? Quels modèles économiques possibles? Après 4 années de fonctionnement et au moment où va s'installer une nouvelle gouvernance du HCRS, il me paraît important de rappeler les valeurs qui nous ont guidés et qui sont indissociables de notre mission. L'indépendance et l'absence de conflit d'intérêts sont la garantie d'une évaluation objective, loin de toute influence durant les différentes étapes du processus. La qualité est l'exigence absolue pour nos procédures. Elle repose sur la compétence préalable des experts, la méthode dans la réalisation et la rigueur dans l'analyse. La transparence est aussi une condition indispensable. Les experts sollicités déclarent au préalable d'éventuels conflits d'intérêts, puis leurs rapports d'évaluation sont communiqués aux entités évaluées et aux autorités de tutelle pour observation avant d'être rendus publics. L'équité est liée à notre mission de service public. Elle assure à chaque entité évaluée un traitement identique dans la procédure, quel que soit l'expert, l'établissement ou le territoire concerné. L'évaluation est un élément fondamental du bien public que constitue l'enseignement supérieur et la recherche. On peut en discuter les modalités, mais on doit en garantir le principe. Pour qu'elle reste en phase avec les évolutions de l'ESR, il faut en préciser les objectifs. Quelles sont les attentes des établissements et des entités évaluées? Quelles attentes des tutelles? Quelles attentes des ministères et de leur direction générale? Par-dessus tout, quelles attentes de la société? Ah, il ne veut pas venir. C'était le plus simple pourtant. Je vous remercie de votre présence et de votre participation à ces 2 jours de débat. J'adresse aussi mes remerciements chaleureux aux équipes du HCRS, aux membres du collège, à l'équipe de direction, au personnel, aux conseillers scientifiques et à tous les experts qui ont réalisé avec une grande maîtrise et un complet dévouement les travaux d'évaluation de ces 4 années. Enfin, un grand merci à l'équipe qui a organisé ce colloque. Merci à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'invite Thierry Coulon à prendre la parole pour ouvrir officiellement le colloque. Monsieur le Président, cher Michel, Madame la Présidente, chère Christine, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs, chers collègues, chers amis. C'est un véritable honneur pour moi d'ouvrir ce colloque parce qu'il marque sans aucun doute un moment important de l'histoire de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je mesure le chemin parcouru. Est-ce que le track marche? Oui, tout marche. Je mesure le chemin parcouru depuis cette année 2007, où Jean-Marc Monteil parlait de l'agence d'évaluation issue de la loi 2006 et qu'il portait sur les fonds baptismaux. Je me souviens de la clarté de sa vision, en quoi elle transcendait le CNE. Je me souviens quelques années après de l'occupation du siège de la rue Vivienne,
que nous essayons de traiter depuis le cabinet de Valérie Pécresse. Je me rappelle aussi l'année 2012, où je percevais des échos lointains de débats aussi enfiévrés que byzantins sur l'évaluation, depuis un autre pays, situé beaucoup plus au sud, un pays où la science était plus jeune, mais où l'évaluation était considérée comme naturelle et était depuis longtemps opérée avec soin. Je dois avouer que j'avais omis d'expliquer aux Australiens que l'on avait passé 6 mois et dépensé beaucoup d'énergie à transformer une agence en haut conseil et que cela était considéré en France comme une avancée substantielle. Ils avaient déjà pris le risque de recruter un Français, inutile de pousser le bouchon trop loin. Je me souviens aussi, et j'y reviendrai, de tout ce qu'ont accompli les présidents successifs et les équipes de l'AERES puis du HCERES. Et me revient à cet instant le moment de la prise de fonction de Michel dans les nouveaux locaux. Je rentrais d'Australie. Et on avait l'impression d'une grande construction. Je vous ai parlé d'honneur, mais je dois avouer que j'éprouve aussi un certain plaisir à m'exprimer devant vous, le plaisir d'une très légère transgression. Je suis en effet depuis mai 2017 dans un rôle muet, entièrement concentré sur la tâche d'essayer d'être utile au président de la République et d'essayer d'aider la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et aussi le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, à accomplir la leur. En principe, un conseiller du président ne fait pas de déclaration publique. Mais pouvais-je refuser de remplacer au pied levé notre ami Cédric Villani, qui a aujourd'hui d'autres préoccupations ? Disons donc que c'est comme collègue, comme témoin de la douzaine d'années qui viennent de s'écouler, comme acteur pour encore quelques années du monde de l'ESR, que je voudrais partager quelques réflexions avec vous. La date de ce colloque ne pouvait être mieux choisie. D'une part, nous préparons une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. C'est un moment historique à plus d'un titre. L'occasion unique de donner une impulsion décisive à notre système d'ESR pour lui permettre de mieux remplir sa fonction et de recoller à la compétition mondiale. D'autre part, le mandat de Michel Cosnard à la tête du HCERES touche à sa fin et la ministre va bientôt nommer un nouveau président ou une présidente pour le Haut Conseil. Michel a été un grand président. Il est d'autant plus nécessaire de revenir sur la trajectoire passée et de réfléchir aux nouvelles orientations que la situation appelle. Nous pourrions discuter à l'infini de la question de savoir si dans l'enseignement supérieur et la recherche française, ce sont les forces ou bien les verrous qui l'emportent, si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Deux choses sont certaines. 1. Notre histoire intellectuelle, si brillante, mais notre histoire institutionnelle si particulière, nous avait conduit, il y a quelques années, dans une sorte de situation d'empêchement où nous ne pouvions déployer nos forces. Et nous n'en sommes pas encore complètement sortis. Deuxièmement, dans le reste du monde, l'université, ayant emprunté des chemins moins détournés et moins escarpés, ne nous attend pas pour évoluer et conquérir. Et nous ne pouvons espérer, pour garder notre place, nous abriter derrière des lignes Maginot. Elles seraient enfoncées par les besoins de la société, par la vague numérique, par la compétition pour les talents, par la circulation des chercheurs, par les aspirations de la jeunesse. Et pourtant, nous ne sommes pas loin de retrouver toute notre place dans le concert des universités mondiales. J'en veux pour preuve, en juillet, le dîner de l'Alliance U7 autour du président de la République. Après un sommet où les grandes universités de recherche françaises avaient invité leurs homologues des pays du G7 et des pays associés à réfléchir sur le monde, sur leur rôle dans le monde comme acteurs globaux, et à prendre des engagements sur ce qu'elles peuvent apporter, sur les grandes transitions énergétiques, numériques, sur la réduction des inégalités, sur la formation de citoyens éclairés et sur tous les grands défis auxquels sont confrontées les sociétés démocratiques. Nous sommes capables, en effet, de nous soigner de nos maux. Nous avons su créer des grandes écoles et des organismes de recherche quand nos universités étaient faibles. Les unes et les autres ont appris et apprennent encore à travailler ensemble, jusqu'à construire de véritables universités au sein international. En inventant un lien plus adulte entre État et opérateurs, je veux parler de la contractualisation et de l'autonomie, en travaillant sur le périmètre des institutions, en recourant à des outils audacieux comme le PIA, et en nous dotant d'une agence d'évaluation et d'une agence de financement sur projet. Cela est bel et bon,
Mais deux dangers nous menacent sans cesse. L'esprit de chapelle, l'immobilisme et la recherche du plus petit dénominateur commun. L'évaluation est cruciale pour surmonter ces deux difficultés. Elle est laïque. Elle ne voit ni la taille, ni les préjugés, ni la couleur, mais seulement la qualité de ce qui est fait. Elle surmonte donc l'esprit de chapelle et les catégorisations des uns et des autres. Elle incite à prendre des décisions courageuses et fournit un point d'appui aux directions des établissements pour le faire. Enfin, elle donne confiance à la société et à l'État. Comment irions-nous négocier des moyens nouveaux à Bercy si nous ne sommes pas capables d'objectiver ce que nous savons faire et ce que nous apportons ? Mais comment procéder ? L'AERES a construit une méthode et le HCERES a poursuivi le travail, mais les débats de 2012 l'ont quelque peu euphémisé. Je voudrais évoquer les débats sur la notation. Nous passons notre vie à noter les étudiants, à évaluer des articles, à classer les collègues que nous voudrions recruter ou les projets que nous proposons de financer. Nous sommes donc bien placés pour connaître les limites et les effets pervers de ces pratiques. Mais comment pourrions-nous les refuser pour nous-mêmes ? À nous de réfléchir pour rendre le rendu de l'évaluation précis et subtil, mais net et utilisable. Je voudrais dire un mot d'un autre sujet délicat, celui des classements. Les classements et l'évaluation, ce sont deux choses différentes. Néanmoins, réfléchissons un tout petit peu. Tous les mois d'août, nous avons, au moment de la sortie du classement de Shanghai, un concert de lamento et de déni de réalité. Les classements ne sont certainement pas l'alpha et l'oméga de la politique universitaire, mais enfin, si nous avions de bons classements, la confiance des contribuables, de l'État, des entreprises, des étudiants, nous serait plus facilement acquise, et c'est à portée de main. Nous devrions, dès aujourd'hui, avoir quelques institutions dans les 30 premières et encore plus dans les 50. Mais il y a une espèce de petit paradoxe. Nous avons raison de dire deux choses. D'une part, que nous ne maîtrisons pas les critères de ces classements. D'autre part, qu'ils ne sont pas assez fins pour guider une politique d'établissement. Les deux sont vrais. Et nous refuserions de jouer pleinement, pas pour de faux comme disent les enfants, le jeu d'une évaluation dont nous décidons ensemble des règles et qui est attentive au grain de ce que nous faisons. Il y a quand même une espèce de ce petit paradoxe. Retournons-nous maintenant, comme Michel l'a fait tout à l'heure, sur ce qui a été fait par Jean-Marc Montel, par Jean-François Desnaud, par Didier Houssin, par Michel Cosnard et par leurs équipes. Tous ont avancé sur le chemin d'une évaluation professionnelle aux standards internationaux. C'est désormais un acquis. Toi, Michel, tu as accompli deux choses essentielles. Tu as fait largement accepter l'évaluation. Ce n'est plus un objet de débat de principe. Et tu as étendu son emprise. Tout objet de l'ESRI, dans son infinie variété zoologique, est susceptible d'être évalué par le HCERES ou bien par une méthode validée par le HCERES. Il reste une chose à accomplir, donner à l'évaluation son plein impact, c'est-à-dire construire, ou plutôt reconstruire, le lien entre l'évaluation et l'allocation des moyens. C'est bien entendu le politique, en l'espèce le ministère, qui prend les décisions, qui évalue les risques et les opportunités, qui peut décider de soutenir les forts, parce que ce sont eux qui nous tireront vers le haut et qui nous aideront à attirer les meilleurs, ou bien parfois de soutenir les faibles, parce que certaines faiblesses sur des secteurs clés pour l'avenir nous mettent en danger. Mais tout cela ne peut se faire qu'une fois que les yeux du politique sont grands ouverts par l'évaluation. La ministre sera sans doute, nul doute, plus précise sur ce sujet. Mais pour ma part, je ne vois pas comment la LPPR pourrait ne pas aborder cette question. Cette agence d'évaluation, nous l'avons construite, comme tous les grands pays scientifiques. Et nous l'avons acclimatée à notre culture propre. Elle doit nous permettre de fuir tout faux semblant, tout déni de réalité,
de regarder en face avec précision et objectivité la qualité de la formation, de la recherche, de la gouvernance que nous produisons. Mais cela ne se fera que selon des modalités acceptées par tous et élaborées en commun. C'est pourquoi le colloque qui s'ouvre maintenant est décisif. Je vous remercie.